tous, je suis Diego Ferri et bienvenue à une nouvelle édition de Multiplex, la Learning Expedition depuis votre bureau. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Faber Novel est un groupe indépendant et international, leader du conseil en transformation numérique et de la création de produits et de services numériques. Si vous avez des problématiques à traiter autour de votre transformation liée au design, à la tech, au marketing ou à l'évolution de culture, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Tous les jours avec Multiplex, Faber Novel vous propose à tous nos collaborateurs, clients, amis et partenaires de vous connecter pour vous partager en 30 minutes une analyse d'une tendance clé de l'économie et de la tech. La nouvelle conquête spatiale est là et comme beaucoup d'autres industries, ce secteur connaît une vague d'innovation, de la disruption technologique à l'arrivée de nouveaux acteurs. Pour nous parler de ce sujet passionnant, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Hélène Huby, une ancienne de Faber Novel. Actuellement vice-présidente du programme européen Orion, Hélène était Head of Innovation chez Airbus Defence and Space et Hélène lead également un fonds d'investissement concentré sur des startups deep tech, Global Space Ventures, dédiées aux startups du spatial. Vos questions sont les bienvenues au fil de la présentation et ça se passe sur le chat de Zoom. Je me ferai votre modérateur et porte-parole à la fin de l'échange. Hélène, bienvenue et encore une fois, merci d'être avec nous. Je suis ravi de vous avoir ici aujourd'hui. Bon, merci beaucoup et merci de cette invitation. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je vais d'abord partager un petit peu ce qu'on fait à Airbus sur le programme Orion ESN et puis répondre à vos questions avec un passage sur les grandes évolutions du spatial aujourd'hui. Alors, je vous propose de commencer par une vidéo qui est une vidéo de la NASA qui exprime l'ambition que les États-Unis et la communauté internationale, puisqu'il s'agit d'une coopération internationale, ont aujourd'hui pour remettre l'humain dans l'espace, et pas simplement pour aller sur la Lune, mais pour s'y établir durablement, la Lune étant un premier point d'étape avant une conquête spatiale plus éloignée vers des terres comme Mars. Donc, petite vidéo pour commencer, et après je vous montrerai aussi quelques images de ce qu'on fait concrètement en Europe pour ce programme. 50 years ago, we pioneered a path to the moon. The trail we blazed cut through the fictions of science and showed us all what was possible. It's very pretty out here. Today, our calling to explore is even greater. To go farther, we must be able to sustain missions of greater distance and duration. We must use the resources we find at our destinations. We must overcome radiation, isolation, gravity, and extreme environments like never before. These are the challenges we face to push the bounds of humanity. We're going to the moon to stay by 2024, and this is how. This all starts with the ability to get larger, heavier payloads off planet and beyond Earth's gravity. For this, we designed an entirely new rocket. The Space Launch System. SLS will be the most powerful rocket ever developed. And with components in production And more in testing? This system is capable of being the catalyst for deep space missions we need a capsule that can support humans from launch through deep space and return safely back to Earth. For this, we've built Orion. This is NASA's next generation human space capsule. Using data from lunar orbiters that continue to reveal the moon's hazards and resources. We're currently developing an entirely new approach to landing and operating on the moon. Using our commercial partners to deliver science instruments and robotics to the surface, we are paving the way for human missions in 2024. Our charge is to go quickly and to stay, to press our collective efforts forward with a fervor that will see us return to the moon in a manner that is wholly different than 50 years ago. We want lunar landers that are reusable, that can land anywhere on the lunar surface. The simplest way to do so is to give them a platform in orbit around the moon from which to transition. An orbiting platform to host deep space experiments and be a waypoint for human capsules. We call this lunar outpost Gateway. The beauty of the Gateway is that it can be moved between orbits. It will balance between the Earth and Moon's gravity, in a position that is ideal for launching even deeper space missions. In 2009, we learned that the moon contains millions of tons of water ice.
This ice can be extracted and purified for water. It can be separated and oxygen for breathing or hydrogen for rocket fuel. The moon is quite uniquely suited to prepare us and propel us to Mars and beyond. This is what we're building. This is what we're training for. This we can replicate throughout the solar system. This is the next chapter of human space exploration. Humans are the most fragile element of this entire endeavor, and yet we go for humanity. We go to the moon and on to Mars to seek knowledge and understanding and to share it with all. We go knowing our efforts will create opportunities that cannot be foreseen. We go because we are destined to explore and see it with our own eyes. We turn towards the moon now, not as a conclusion, but as preparation, as a checkpoint toward all that lies beyond. Our greatest adventures remain ahead of us. We are going. We're going. We are going. We are going. We're going. Vidéo de la NASA. Donc je vais escaper mon écran. Donc il présente en fait le programme Artemis, qui est le programme mené par les Américains, qui, comme je le disais, va remettre l'homme sur la Lune de façon durable. Donc on veut construire des voyages durables vers la Lune, une base durable sur la Lune, pour après aller plus loin, en particulier vers Mars. Et pour la première fois dans l'histoire du spatial, l'Europe contribue à ce programme et contribue pas simplement en tant que partenaire, en tant que partenaire coopérant, mais contribue sur le chemin critique. C'est-à-dire que l'Europe produit pour Orion. Vous avez vu, Orion, c'est la capsule en fait qui va permettre de transporter les astronautes jusqu'à la Lune. L'Europe produit pour Orion le système propulsif, produit le système vie, produit le système thermique et produit l'ensemble du système électrique qui permet de générer l'énergie suffisante pour que les astronautes puissent se maintenir en vie pendant les 20 à 40 jours du voyage. Et c'est la première fois dans l'histoire que l'Europe est sur le chemin critique d'un grand programme américain. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quelques photos. Alors, j'espère que ça va s'ouvrir correctement. OK. Voilà. Donc, donc ça, c'est la première mission. Donc, on lance en 2021. Première mission sans astronautes, on fera le tour de la Lune et on revient. Deuxième mission prévue en 2022-2023. On fera le tour de la Lune avec des astronautes. Et troisième mission prévue en 2024, où pour la première fois, on ira poser une femme sur la Lune. Alors, quelques photos. Donc, en fait, pour développer un vaisseau spatial, d'une part, évidemment, il faut le construire, mais il faut d'abord le designer et il faut le qualifier. Donc là, vous voyez par exemple le Propulsion Qualification Module, qui est en fait un centre de test qu'on a installé dans le désert de White Sand, dans le New Mexico aux USA, juste à côté de l'endroit où historiquement les États-Unis ont testé leur premier bombe atomique. Donc ça, c'est les installations. Ça, c'était fait en 2014-2015 à peu près. Ici, vous voyez des tests faits sur les panneaux solaires. Donc on fait ici des tests, par exemple, acoustiques, pour vérifier que lors du lancement, le panneau solaire va pouvoir tenir le choc du lancement. Ici, c'est le test de déploiement du panneau solaire. Les panneaux solaires sont extrêmement fragiles. Ça fait ici, par exemple, 7 mètres. Donc, il faut que le panneau solaire puisse se déployer proprement avec des petits moteurs extrêmement fins pour après, évidemment, apporter l'énergie suffisante au vaisseau. Ici, on a construit un Flight Simulator grandeur nature, donc, qui est dans une association de Lockheed Martin au Colorado, qui nous permet de simuler en fait l'ensemble des missions Orion. En fonction de là où on veut aller, on va avoir des missions différentes, on va avoir des expositions au soleil qui vont être différentes, on va avoir des contraintes différentes sur le véhicule. Et donc, en fait, on simule tout ça dans un Integrated Test Laboratory où on a reconstruit en fait grandeur nature Orion. Donc ça, c'était quelques éléments pour la qualification. Maintenant, si je fais un focus sur l'Europe, donc on produit en fait la partie du bas, vous voyez les panneaux solaires et en fait le service module, entre une coopération entre 10 pays européens qui se sont mis ensemble pour produire ce European Service Module. Aujourd'hui, c'est à peu près 1500 personnes qui travaillent sur ce module en Europe. Donc ça commence par les structures qui sont produites par Thales Alenia Space en Italie. Les structures arrivent ensuite à Brême, donc bien sûr je vais vite, je caricature, c'est plus complexe que ça, mais c'était pour vous montrer vraiment quelques images de ce qu'on fait. Donc là c'est à Brême en Allemagne où je travaille, là c'est les structures vues d'un peu plus près.
Ici, donc, on intègre l'un des tanks. Il y a quatre tanks propellant, de comburant et de carburant. Ici, donc, c'est vu du bas, où on voit en fait, on a 3 différents moteurs sur Orion qui permettent de faire des manœuvres différentes. Donc ici, on voit 2 des 3 moteurs. On voit les RCS, Reaction Control Thrusters, et on voit le moteur principal qu'on appelle l'OMSI, et qui est en fait un moteur qui vient du shuttle. Donc on réutilise en fait des moteurs du shuttle, et puis pour les prochains véhicules, parce qu'en fait on va construire 9 Orion, on est en train de faire des copies conformes d'un des moteurs du shuttle. Ici, on voit de haut, donc là, c'est notre premier véhicule prêt à être transporté aux États-Unis. Vous pouvez voir donc, les 4 tanks en haut, et puis tout à fait au centre, la chose noire, c'est en fait une bonbonne d'hélium qui permet de pressuriser le système propulsif. On n'a pas de gravité en espace par définition, donc ce n'est pas comme une voiture où en fait, grâce à la gravité, l'essence arrive dans le système de combustion. Ici, on est obligé de pousser le comburant et le carburant, et on le pousse par de l'hélium qui est pressurisé à 400 bars. Donc c'est une énorme pression, c'est une pression qui ferait exploser un bâtiment. Et donc on maîtrise cette pression par des vannes qui tournent à des vitesses différentes. Et on injecte en fait le comburant et le carburant dans la chambre d'explosion du moteur fusée. Et en fonction de la pression avec laquelle on injecte, on va pouvoir maîtriser en fait la combustion, après maîtriser l'explosion, et qui va pouvoir emmener notre SM. Voilà, donc là on le transporte, on le prépare pour prendre l'avion. Là il prend l'avion, donc ça c'est le SM numéro 1. Il est ensuite arrivé à Kennedy Space Center, où il a été intégré avec la partie que vous voyez en haut, c'est le crew service, le crew module. Donc c'est la partie où sont les astronautes. C'est une partie qui est construite par Lockheed Martin. Et puis là, c'était au début de cette année, on a fait des tests en fait sous vide, des tests où on simulait les conditions spatiales. Donc on est descendu à moins 175 degrés, on est monté à plus 80 degrés à peu près. Bon, sachant que en fait, les variations de température dans l'espace sont encore beaucoup plus importantes. Et bon, là, ce que vous voyez, c'est un test d'interférence en fait. Donc on a essayé de simuler les moments les plus compliqués en fait des trajectoires qu'on allait avoir dans l'espace. Et puis bon, là, évidemment c'est une vue d'artiste, puisqu'on n'a pas encore tiré, on tire l'année prochaine, mais c'est ce qui nous attend dans quelques mois. Voilà, en guise d'introduction. Merci beaucoup, Hélène. Et pourquoi, du coup, ce souhait de remettre l'homme sur la Lune? Alors, pourquoi remettre l'homme sur la Lune? Je crois que la vidéo l'exprimait assez bien. D'abord, ça fait partie de notre destinée en tant qu'être humain d'explorer. Après, il y a une course aujourd'hui entre les États-Unis et la Chine pour savoir qui vont être les premiers à mettre de l'humain sur la Lune. Donc c'est à la fois un défi scientifique, bien sûr, un défi de coopération internationale aussi, puisque les États-Unis en particulier s'appuient sur leurs partenaires internationaux. Et puis c'est un défi stratégique aussi. Parce que si on se reporte 500 ans en arrière, on voit que la découverte en fait, des nouveaux mondes, elle s'est faite financée effectivement par les rois du Portugal, de l'Espagne, qui ont mis de l'argent, qui ont parié sur des hommes à un moment, qui ont parié aussi sur des technologies, des caravelles. Et les États qui ont fait ce pari d'explorer les nouveaux mondes sont les États qui ont dominé le monde pendant les 200 ans après. Donc, quelque part, d'un point de vue stratégique, on assiste aujourd'hui à une course qui est à la fois émue par quelque chose de profondément humain et scientifique, qui est d'aller découvrir de nouveaux horizons. Ça, ça fait partie de notre histoire depuis l'homme de Cro-Magnon et les migrations. Et puis quelque chose qui est d'ordre plus stratégique et militaire, qui est de la maîtrise d'un nouvel espace, au sens propre militaire du terme. Il s'agit aussi d'aller maîtriser des orbites qui vont devenir des lieux importants de logistique et de communication, donc des relais dans l'aventure du spatial, et de maîtriser aussi les technologies. Parce que pour aller s'installer sur la Lune, dans un premier temps, et puis après sur Mars, en fait, on revient à des travaux de recherche fondamentaux sur comment on fait croître des plantes dans des milieux extrêmement radiatifs, comment on pense des habitats, comment on pense des vêtements, comment on pense un écosystème qui va commencer par vivre complètement sur lui-même de façon circulaire. Et donc, en fait, ça fait appel à des travaux scientifiques vraiment de recherche fondamentale pour certains, qui vont donner après une avance technologique en termes de software, en termes d'intelligence artificielle, en termes de matériaux, en termes de propulsion aussi. La propulsion qu'on utilise est une propulsion chimique très classique. Demain, ce sera de nouveaux types de propulsion. Donc, les États qui maîtriseront ces technologies auront une avance très grande sur les autres.
Vous mentionnez du coup à l'instant ces différentes solutions technologiques qui existent et qui nous permettent de le faire aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font qu'aujourd'hui c'est le bon moment de le faire? Et plus précisément sur ces solutions technologiques, quelles sont les différences entre les différents projets? Il y a le projet Orion, mais il y a également des projets avec SpaceX, il y a un projet en Chine. D'accord, donc on a effectivement des solutions technologiques différentes et des designs différents. Si je prends le design de la mission Artemis, donc la mission Artemis, c'est le gros lanceur SLS que vous avez vu sur la vidéo, qui est le plus gros lanceur jamais construit au monde, donc c'est plus grand que Saturn V qui était pour la mission Apollo. C'est Orion, qui est la capsule qui va faire le transport entre l'orbite terrestre d'une part et l'orbite lunaire d'autre part. Et puis c'est le Gateway, qui est en fait une plateforme logistique et une plateforme d'habitation, qui est un petit peu comme la station internationale, sauf qu'au lieu de tourner autour de la Terre, le Gateway va tourner autour de la Lune. Et à partir du Gateway, on a des Lunar Lander et Ascender, c'est-à-dire en gros des petits véhicules qui vont permettre d'aller du Gateway sur l'orbite lunaire à la Lune et de revenir vers le Gateway. Donc la raison pour cette architecture, on va dire, c'est que ce que cherchent à faire les Américains en coopération avec d'autres pays, c'est vraiment d'établir une présence durable sur la Lune. Et donc c'est en fait assez compliqué d'aller directement sur la Lune et s'installer là-bas. C'est plus simple d'avoir une station qui est un peu comme la station internationale, parce qu'on sait déjà vivre dans la station internationale, donc quelque part on va savoir vivre sur le Gateway, et après ce sera plus facile d'aller faire des allers-retours du Gateway à la Lune pour peu à peu construire une base et s'y implanter. Donc ça c'est un premier design. Les Chinois sont partis sur une approche plus directe vers la Lune, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas sur une station lunaire, ils partent sur un landing direct vers la Lune, un peu comme la mission Apollo finalement. Et SpaceX a encore une autre approche qui est extrêmement intéressante. Alors SpaceX, évidemment, veut aller sur Mars et veut y aller de façon industrielle. C'est-à-dire que dès le démarrage, c'est comment je peux industrialiser mon organisation, maîtriser mes coûts pour rendre ce voyage sur Mars accessible au plus grand nombre. Et la façon de le faire, en gros, pour aller de la Terre à l'espace, c'est-à-dire à 100 km de la Terre, on dépense 90-95% de l'énergie pour s'extirper de la gravité. Et donc, c'est ce qui est le plus coûteux en termes d'énergie dépensée et aussi en termes de propellant. Et donc, le design de SpaceX, c'est de lancer, on va dire, un premier bidon d'essence, un premier bidon de propellant en orbite, puis de réatterrir, puis de lancer, on va dire, la capsule avec la centaine de 100 personnes qui seront dedans, et de refueler en orbite la capsule avec le bidon lancé. Ça veut dire qu'ils embarquent directement 95% du propellant qu'ils auraient utilisé pour s'extirper de l'orbite. Et donc, en fait, le coût de voyage de SpaceX vers la Lune demain et vers Mars après-demain est très, très inférieur en termes d'1 sur 100, voire peut-être, bon, mettons 1 sur 100, au coût d'un voyage par Orion, puisque SLS n'est pas réutilisable, le lanceur n'est pas réutilisable. Et bon, la capsule Orion, bien sûr, est réutilisable parce qu'il faut faire revenir les astronautes sur Terre, mais le European Service Module, qui est le système propulsif, le système thermique, le système vie, lui aussi n'est pas réutilisable. Donc à chaque fois, on a un coût très important pour lancer un objet sur la Lune. Alors que le design de SpaceX permet d'avoir un coût à peu près 100 fois inférieur. Après, SpaceX et les challenges techniques beaucoup plus grands. On n'a jamais fait du refueling en orbite. On tourne à 40 km/h autour de la Terre, donc c'est extrêmement compliqué d'un point de vue technique. Mais s'ils y arrivent, de même qu'ils ont réussi à maîtriser la reusability, la réutilisation du lanceur, s'ils arrivent à maîtriser on-orbit refueling, ce sera un pas un peu en avant pour le spatial, et ça permettra d'industrialiser probablement les voyages spatiaux. Et par rapport au programme chinois, il y a déjà une question du public. Déjà, est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils comptent mettre un homme sur la Lune? Et ensuite, on est. Oui. Donc en fait, c'est assez amusant parce on est vraiment en compétition quand je parlais d'une course entre les États-Unis et la Chine, parce qu'on vise à tirer donc la mission numéro 1 de l'année prochaine, et les Chinois sont aussi partants pour 2021. Donc, d'accord. On verra bien. Et il y a une question du public qui dit que dans notre bulle médiatique et culturelle, on a assez peu d'informations finalement sur le programme spatial chinois. Est-ce que vous qui travaillez dans le domaine, vous pouvez nous donner un avis objectif sur leur progrès?
Donc, tout d'abord, à titre personnel, donc pas au nom d'Airbus. Si on regarde les progrès qu'ont fait la Chine, mettons, depuis les années 70, c'est extrêmement impressionnant. Ils ont une technologie, ils ont en fait beaucoup appris, ils ont repris en fait beaucoup de technologies qui ont été développées par les Russes. Ils ont fait un design assez similaire à ceux des fusées Soyouz, par exemple. Et par contre, ils ont, depuis les 20 dernières années, progressé d'une façon plus rapide que les Américains, à l'exception près que SpaceX est vraiment un cas à part aux États-Unis. Donc SpaceX a développé des technologies à une vitesse qu'on n'avait jamais vue auparavant, et a inventé des technologies, enfin, en tout cas un savoir-faire qu'on croyait impossible. Typiquement, réutiliser un lanceur, on croyait que c'était impossible, on ne pensait pas que ce serait faisable de façon industrielle. Mais même si on prend la réutilisation, je vous donne un exemple très concret par exemple d'une startup chinoise qui s'appelle LinkSpace en Chine. Donc LinkSpace, en 4 ans et demi, a développé un moteur réutilisable et a fait un test à, je crois, 350 mètres donc de lancer et de retomber, enfin de réatterrir. Et si on regarde combien SpaceX a mis de temps pour faire ce même test, c'est en gros SpaceX a mis 2 ans de plus et a mis probablement 2 fois plus d'argent. Donc sur ce cas précis, les Chinois aujourd'hui sont plus rapides et moins chers. Bon, c'est un exemple, mais d'une façon générale, ils vont plus vite que les Américains aujourd'hui, avec l'exception de SpaceX. Et plus vite, évidemment, que nous, Européens. Nous, il faut qu'on se mette d'accord entre 27 États membres sur qu'est-ce qu'on a comme grande priorité au niveau de l'Agence spatiale internationale. Donc, c'est la beauté de la coopération avec ses plus et puis ses difficultés. Parlons justement du rôle de l'Europe. Donc, comme vous disiez en présentant vos images, c'est la première fois qu'on a une implication très directe sur le chemin critique dans une voie comme celui-là. Quels sont les enjeux pour l'Europe? Alors, en Europe, c'est la première fois qu'on construit qu'on construit un système qui fait partie d'un Human Spaceflight Programme, donc d'un programme qui va transporter des humains. Il y a eu plusieurs tentatives auparavant. Il y avait la navette Hermès, par exemple, qui devait être à l'origine lancée par Ariane 5, et puis finalement le projet a été abandonné. Donc pour l'Europe, c'est d'abord faire connaissance et maîtriser au niveau technologique qu'est-ce que ça veut dire que transporter des humains dans l'espace. Et c'est en fait assez particulier parce que dans le management d'un programme comme celui-là, bien sûr, il faut tenir les coûts et le schedule, mais avant tout, il faut assurer la sécurité des personnes qu'on transporte. Et donc, il y a un arbitrage permanent entre prendre des décisions pour assurer la sécurité et en même temps respecter le planning et les coûts. Et cet arbitrage est très particulier et ça implique aussi des choix technologiques très particuliers. On va se tourner vers des technologies plus sûres, donc moins innovantes, et on va avoir beaucoup plus de redondance que sur un programme normal, parce que s'il y a quelque chose qui casse, on va être sûr qu'on a 2 ou 3 ou 4 redondances. Donc pour l'Europe, il y a vraiment en fait je pense cet apprentissage qui est à la fois au niveau technique et qui, je pense, aussi au niveau managérial et programmatique, de comment on gère ces grands programmes qui transportent l'humain. Et ce que l'on a vu à la dernière conférence interministérielle qui était en novembre de l'année dernière, où en fait les États mettent au pot pour les 3 prochaines années, en fait le programme d'exploration a été celui qui a cru le plus vite. Donc on voit aussi en Europe une appétence en fait pour ce vol habité. Donc ça reste aujourd'hui relativement marginal par rapport à d'autres programmes européens, mais je pense que c'est clé pour l'avenir de l'Europe. On a parlé des défis technologiques, il y a aussi, je pense, un défi identitaire. Le jour où on ira poser un drapeau européen sur la Lune et où on aura notre base européenne, ce sera, je pense, quelque chose d'important pour l'identité européenne. Donc, quelque part, on a la chance de contribuer à faire avancer, en fait, voilà, par le travail qu'on fait, cette capacité à l'Europe de transporter des humains sur la Lune. Et j'espère qu'à titre personnel, j'espère que demain, l'Europe saura se mettre d'accord pour concevoir elle-même son propre programme, son propre véhicule. De même qu'elle a su le faire dans les années 70, sous l'impulsion du général de Gaulle, qui s'est dit « nous devons avoir un accès indépendant à l'espace ». Je pense qu'il est important pour l'Europe que cette capacité de transport humain, elle puisse elle aussi l'avoir dans un futur pas trop éloigné. Très clair.
Et justement, quand on revient et qu'on regarde ce qui s'est passé depuis les années 70, la période dont vous mentionnez à l'instant, quelles étaient les grandes évolutions de cette industrie spatiale et de tout ce qui va autour? Donc, les associations plus logiques sont les industries de la télécommunication, militaire, mais il y a d'autres. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus en détail sur ces évolutions-là? Et je vais essayer d'être courte parce que je vois que l'heure tourne et il faut laisser du temps aussi pour les questions. Donc, en gros, bon, j'ai déjà parlé d'exploration, donc c'est pas la peine que j'en parle. Trois domaines dont j'aimerais parler. Premier domaine, les telcos. Deuxième domaine, l'observation terrestre. Et troisième domaine, le stratégique. Sur le domaine des telcos, historiquement, ça a commencé par les opérateurs de télécommunications qui se sont posé la question de communiquer par l'espace. Et puis, peu à peu, on s'est aperçu que c'était en fait un métier assez... un vrai métier, et donc sont nés, d'abord soutenus par l'État, puis de façon privée. Le premier opérateur de telco satellite privé étant né au Luxembourg, s'appelle SES, donc sont nés des opérateurs de satellites telco. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on passe d'un modèle où en fait beaucoup de communication était liée en fait à la transmission de la vidéo. On a son antenne satellitaire sur le toit de sa maison, par exemple. Et aujourd'hui, le gros de la croissance, on parle d'une croissance à 2 chiffres, c'est d'une part le broadband, et on l'a vu aujourd'hui, malheureusement avec cette crise sanitaire et économique et le Covid, on a vu l'importance en fait du digital divide et l'importance de pouvoir être communiqué en tout temps, en tout lieu avec du broadband. Donc en fait, il y a une demande, il y a une croissance annuelle à 2 chiffres pour la demande de broadband, et comme en fait les coûts de lancement ont baissé de façon extrêmement significative, notamment grâce à SpaceX. Pour être clair, en gros, les coûts de lancement ont été divisés par 15 au cours des 10 dernières années. Et le coût de fabrication d'un satellite, lui aussi, a diminué de façon très significative, parce qu'on arrive maintenant à produire un satellite de façon industrielle, donc dans le modèle des constellations, qui est... donc en fait, on assiste à une explosion de la demande, et dans quelques années, on va probablement être à un point où en fait, il reviendra moins cher d'établir une infrastructure spatiale que de renouveler l'infrastructure terrestre. Je prends l'exemple du passage une passage d'une génération de fréquences à une autre en France. On parle typiquement de 1 à 3 milliards, passer de 2G à 3G, 3G, 4G, etc. Une constellation comme OneWeb, qui aujourd'hui a fait faillite, mais on pourrait prendre Starlink, on parle aussi de quelques milliards. Donc, c'est pas la même fréquence aujourd'hui, mais si on regarde l'évolution temporelle, on va arriver dans les prochaines années à un breaking point où en fait, il deviendra moins cher pour certaines zones de passer par des communications spatiales versus des communications terrestres, parce que c'est compliqué d'aller renouveler l'infrastructure terrestre. Et ça, les opérateurs de communication satellite l'ont très bien perçu. Et donc aujourd'hui, on assiste, comme souvent quand on rentre sur des nouveaux marchés, à, entre guillemets, 2 standards. Première façon de faire, c'est la constellation LEO. Donc par exemple Starlink, 12 000 satellites qui vont fournir du broadband à la Terre entière avec un coût d'antenne qui sera autour de $100. Donc ça, c'est le projet mu par Elon Musk. Deuxième concept, deuxième design, des high throughput satellites, donc des satellites à très très haut débit, placés en orbite géostationnaire, qui aussi fournissent de la broadband. Qui sera le gagnant entre ces 2 modèles? C'est encore incertain, l'avenir le dira. Par contre, voilà, ils visent tous les deux cette demande à croissance à 2 chiffres de la broadband. Autre secteur qui croît très vite dans les telcos, c'est l'IoT, donc le machine-to-machine, où là, autant le broadband, c'est des montants d'investissement qui sont inaccessibles aux startups, donc c'est typiquement des grands groupes, c'est typiquement plusieurs milliards d'investissements derrière, que ce soit du high throughput satellite ou de la constellation LEO. Par contre, pour l'IoT, c'est typiquement des petites constellations de microsatellites qui sont accessibles aux startups. Et donc là, on assiste dans le monde entier, en Australie, aux États-Unis, aussi en Europe, à des startups qui se positionnent sur ce marché et qui sont en train de construire des constellations de petits satellites pour fournir une communication IoT, qui vient en complément de la communication terrestre. Donc ça, c'est pour la partie telco. Deuxième grand marché ou grand secteur, c'est la partie observation terrestre. Historiquement, évidemment, ça vient du militaire, puisqu'on a besoin d'observer les autres pour savoir ce qu'ils font, s'ils développent certaines armes dont on ne souhaite pas qu'ils développent, etc. Et en fait, peu à peu, et c'est une évolution de marché qui est relativement lente, on passe sur une dynamique commerciale.
Donc aujourd'hui, encore 70% de l'imagerie est achetée par des militaires. Et on est aujourd'hui dans un marché où on a une double dynamique. D'une part, une dynamique mue par les marchés militaires, les pays qui veulent se doter d'une capacité d'observation, on va sur du plus en plus précis. Donc on est aujourd'hui, de ce que je peux partager avec vous, sur un peu en dessous de 50 cm, sur la précision en fait de l'image. Et une autre tendance qui, elle, est plus commerciale, où on va aller sur une imagerie qui est moins précise, mais sur une revisite de l'image, c'est-à-dire combien de fois par jour je peux avoir la même image du même lieu, qui va être plus importante, et qui va permettre, par de l'analyse de données, d'en tirer de l'information. Information pour les assurances, pour se protéger contre des risques environnementaux, information pour, l'exemple typique, c'est calculer son chiffre d'affaires, etc. Donc ça, et aujourd'hui, les grands secteurs qui drivent ça, c'est le secteur financier d'une part. Typiquement, il y a une boîte aujourd'hui en France qui réussit très très bien, qui fournit de l'information en temps réel sur où sont les grands flux au niveau d'énergie et où sont les containers, etc., pour aider en fait les pétroliers à optimiser leur production. On a aussi un secteur qui marche bien aussi, c'est l'agriculture, qui utilise un mix entre les données de drone et les données du spatial. Et un autre secteur qui marche très bien, c'est les infrastructures, pour optimiser en fait les transports. Voilà, donc on est sur un modèle qui passe progressivement du militaire au privé, avec à nouveau deux designs, soit un design de satellite qui va être très 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 précis, mais il va y avoir peu de satellites, donc c'est des petites constellations typiquement de 5-6 satellites, soit beaucoup de satellites, comme Planète, dont je pense que la plupart d'entre vous avez entendu parler. Donc là, c'est des satellites produits à la chaîne, qui vont avoir une capacité de précision faible, mais par contre, plusieurs revisites par jour, et qui vont utiliser énormément après de software pour aller extirper de l'information de ces données. Et ces nouvelles compagnies sont typiquement backées effectivement par des fonds de venture. Donc ça, c'est le deuxième secteur, on va dire Earth Observation, avec aussi une croissance de tout ce qui est données radar et tout ce qui est spectral. Donc c'est pas simplement de l'image, mais c'est aussi de l'infrared et puis du radar, y compris pour des besoins commerciaux. Et puis la troisième grande tendance, j'en ai un peu parlé avec la course entre les États-Unis et la Chine, cette tendance stratégique, une tendance stratégique qui est mue en fait par deux drivers. Le premier, c'est que les infrastructures spatiales sont devenues des infrastructures critiques pour la sécurité de tout un chacun. Imaginons qu'on ait une attaque terroriste contre le GPS. Imaginons que si demain 50% des communications ou 60% des communications passent par les infrastructures spatiales, il y a une attaque contre les infrastructures, on aura quelques problèmes à gérer ça sur Terre. Donc c'est des infrastructures qui sont devenues critiques. En conséquence, par exemple, c'est des infrastructures qu'il faut protéger. Donc protéger, ça veut dire qu'il faut pouvoir les voir en permanence, il faut pouvoir les surveiller, et il faut pouvoir aussi, en cas d'attaque, contre-attaquer et détruire la menace. Et donc pour ça, les États-Unis ont créé, il y a à peu près 2 ans maintenant, la Space Force, qui est en fait la 5e branche de l'armée américaine. Donc on a aujourd'hui l'armée terrestre, la marine, l'armée de l'air, la cyber-armée, et puis Space Force. Et les Français ont fait de même, à peu près 1 an et demi. Ils ont établi un haut commandement au spatial. Donc, les Chinois n'ont pas fait de façon visible, mais c'est aussi évidemment quelque chose qui est surveillé de très près. Donc, on a cette première dynamique au niveau de la, entre guillemets, militarisation du secteur spatial, qui est ces infrastructures sont absolument critiques, il faut les protéger. Et puis, une deuxième dynamique, qui est la dynamique d'exploration dont on parlait, qui est que demain, on sera sur la Lune, demain, on sera sur d'autres planètes, et donc, en fait, ces orbites qui vont nous permettre d'aller ou d'avoir des bases sur la communication, sur la logistique, sur des autres planètes deviennent des lieux stratégiques sur lesquels il faut se positionner. Et puis les technologies pour aller là sont aussi des technologies qui sont stratégiques. Donc on a une course à la maîtrise en fait des infrastructures, technologies et du lieu spatial qui se passe actuellement. Très clair. Merci beaucoup. Il y a une question du public qui dit que pensez-vous qu'au-delà de l'opportunité évidente, y a-t-il un risque pour l'humanité de laisser une mission aussi stratégique entre les modes d'entreprise privée dans un contexte légal un peu flou et sans conjoncture mondiale sur ses principes de base? Alors c'est évidemment difficile de répondre à la question parce que personne n'a une boule de cristal, mais
Si je regarde l'aventure d'Internet, qui pour moi a beaucoup de similarités avec l'aventure du spatial, qu'est-ce qui s'est passé? C'était militaire au départ, c'est devenu commercial. C'est quelque part aussi ce qu'on voit sur le spatial, avec aussi à Internet des enjeux militaires qui sont absolument considérables, des enjeux de protection d'infrastructures critiques qui sont aussi considérables. Bon, quelque part, ça a cette similarité. Ça a aussi la similarité que quand les gens ont fait des progrès sur Internet, etc., il n'y avait pas d'encadrement législatif. La loi est venue après encadrer les pratiques qui sont développées au fur et à mesure. Et on est un peu dans cette même dynamique au niveau du spatial, à part sur la partie telco où c'est extrêmement réglementé. Sur les autres parties, il y a très très peu d'encadrement légal. Donc, si on est optimiste et si on regarde ce qui s'est passé sur Internet, on va se dire que ok, on va y aller et puis il va y avoir des conflits, on va découvrir, etc. Et peu à peu, on va arriver à se mettre d'accord au niveau international sur effectivement des règles de vivre ensemble dans l'espace. Ok. Et donc, des entreprises privées, oui, il y en aura, mais quand on regarde sur Internet, il y a un équilibre quelque part entre la puissance des entreprises privées et la puissance des États. Merci beaucoup. Un des enjeux que vous avez listé au tout début de la conquête spatiale, c'est celui de faire de la recherche, faire de l'innovation. Est-ce que vous pensez qu'on peut retrouver des effets similaires sur un endroit dans l'espace, que ce soit sur la Lune ou quelque part d'autre, comme le développement de la Silicon Valley? Ce qui veut dire un endroit où beaucoup de recherche, beaucoup d'innovation, de façon très dynamique, avec beaucoup de croissance se fait, mais où un endroit aussi dans lequel l'accès est très coûteux pour y aller, pour s'installer, pour opérer dans cet endroit-là, et donc une espèce d'élitisme autour de l'innovation qu'on a vu sur la Silicon Valley. Est-ce qu'on le verra, d'après vous, quelque part dans l'espace? Alors, dans l'espace in situ, de toute façon, en fait, je pense que là où on va établir une base, peu à peu, ce sera ce lieu, donc le Lunar Gateway dans un premier temps, et puis après les bases qu'on pourra établir, tout simplement parce que c'est tellement difficile d'aller établir ces bases-là qu'il n'y en aura pas 36, quoi. Et elles seront par définition des lieux d'innovation. Après, si on regarde ce qui se passe aujourd'hui sur notre chère Terre, on a des grands centres d'innovation spatiale, New Space. Côté ouest, l'un des principaux, c'est clairement Los Angeles. Autour des usines de SpaceX, Virgin, etc., qui est un peu le San Francisco, on va dire, du New Space. D'accord. Et vous ne pensez pas que là, par exemple, sur une base éventuelle à la Lune, les coûts qui vont être quand même très importants pour y aller, il sera dominé par ceux qui ont beaucoup d'argent, et donc ça va créer une espèce d'élite autour de la recherche et de l'innovation. Vous croyez à cet effet-là ou pas? Non, parce que, pour donner quelques chiffres, pour aller sur la Lune, on parle de 150 millions à peu près. D'accord. Donc, c'est les États qui vont pouvoir se payer des voyages, ou alors des milliardaires qui auront envie d'y aller. Mais on est sur une masse, j'allais dire, de population qui fera que ce ne sera pas une élite, ce sera tellement une micro-élite que ne pourra pas y avoir une dynamique d'innovation. Il y a quelques questions aussi autour des impacts environnementaux. Est-ce que cette industrie, elle est très polluante? Est-ce que ça a évolué depuis quelques années ou quelques décennies? Et est-ce qu'il y a des règles? Est-ce qu'il y a des lois? Comment on le contrôle? Alors, elle est polluante de différentes façons. Elle est polluante parce que, d'abord, un lanceur, ça pollue. Même si aujourd'hui, on est sur des technologies un peu plus vertes qu'autrefois. Donc typiquement aujourd'hui, la technologie qui est utilisée par SpaceX sur son futur moteur qui est le Raptor et qui est utilisée aujourd'hui par Ariane sur le moteur Prométhée qui sera le moteur réutilisable pour les lanceurs de la génération après Ariane 6, c'est du LOX méthane, c'est-à-dire c'est de l'oxygène liquide et du méthane liquide. Donc en fait, on retrouve C, H et O, donc in fine, ça ne pollue pas. Voilà. Caricature bien sûr, mais c'est beaucoup plus propre que ce qu'on pouvait avoir avant, qui était donc du LOX kérosène pour les fusées russes par exemple. Nous on utilise l'oxydrogène pour ce qui est en l'occurrence pas polluant pour Ariane, mais ce qui pollue aussi beaucoup c'est les moteurs à poudre. Et en fait la propulsion d'avenir, alors pas pour la défense bien sûr, mais la propulsion d'avenir pour les lanceurs civils. Si on veut faire un lanceur utilisable, il faut un moteur qui soit à propulsion chimique liquide, et donc on passe par du LOX hydrogène ou du LOX méthane, qui dans les deux cas ne sont pas des technologies polluantes. Il y a un effet CO2 bien sûr, mais ce n'est pas extrêmement polluant pour les terres par exemple.
Donc ça, c'est une première forme de pollution et bon, globalement, je pense que la direction est d'aller plutôt vers du vert. Même si, très honnêtement, enfin, le premier souci quand on construit une fusée, c'est de s'extirper de la gravité terrestre, c'est pas de ne pas polluer. Enfin, c'est extrêmement compliqué déjà de réussir à aller à... Parce qu'il faut en fait arriver à une vitesse de 8 km par seconde pour pouvoir sortir de la gravité. Donc c'est le premier challenge quand on construit une fusée. Bon, deuxième type de pollution, c'est c'est en fait les débris spatiaux. C'est un vrai problème parce qu'on a en fait, aujourd'hui, on a à peu près une chance sur 10 000 de collisions. On était sur 1 sur 1 million il y a à peu près une dizaine d'années, donc en fait, ça augmente de façon très rapide. Et dès qu'il y a une collision, évidemment, la collision génère d'autres collisions. Donc en fait, l'orbite qui a été, sur laquelle une collision s'est produite devient très vite totalement polluée. Donc là-dessus, aujourd'hui, la seule chose qui existe, entre guillemets, c'est les lois anti-débris, qui sont des lois nationales, c'est-à-dire que s'applique la loi du pays à partir duquel on tire. Si j'envoie mon satellite depuis je sais pas, Cap Canaveral, par exemple, c'est la loi américaine, et plus spécifiquement de l'État de Floride, qui s'appliquera. Si je tire mon satellite avec Ariane depuis Kourou, c'est la loi spatiale française qui s'appliquera. Et donc ces lois imposent chacune, avec des degrés d'exigence différents, des obligations pour le propriétaire de l'objet pour le propriétaire de la fusée, enfin pour être précise, pour l'opérateur de la fusée et pour l'opérateur du satellite ou de la capsule, des obligations de non-pollution. Donc par exemple, l'étage supérieur de la fusée doit redescendre sur la Terre et se détruire, et quant au satellite, soit ils redescendent et se détruisent, soit ils doivent avoir avec eux suffisamment de propulsion pour en fin de vie s'extirper de leur orbite et partir dans le deep space. Et ça, il n'y a pas de législation internationale, il y a des législations nationales. Donc évidemment, si vous tirez de Russie ou des États-Unis ou de Chine ou d'Europe, ce sera plus ou moins contraignant. Et est-ce qu'il y a des programmes de nettoyage qui existent ou des projets, des programmes? Alors, il y a des projets de recherche qui existent pour le nettoyage, sachant que c'est compliqué parce qu'en fait, à chaque type de débris, convient un certain type de nettoyage. Donc, pour des très gros débris, vous allez utiliser potentiellement un filet ou un bras. Pour des débris plus petits, vous allez utiliser un laser. Donc, bon, il n'y a pas de méthode standard, ce qui rend en fait le business model pas très viable. Donc, dans un premier temps, là où il y a un business model qui est viable, ce qui existe, c'est déjà de faire un mapping en fait de ces débris. C'est en particulier une start-up aux États-Unis qui s'appelle Leo Labs, qui a développé une technologie radar low cost. Ils ont aujourd'hui 4 radars opérationnels à ma connaissance, peut-être que ce n'est pas exact ce que je dis, mais bon, c'est l'ordre de grandeur, et qui permet de détecter 10 cm à 600 km. Et donc ils mappent en fait les débris, et ils fournissent de l'information, bien sûr aux militaires, parce qu'on ne mappe pas que des débris, on mappe aussi les satellites espions, et ils fournissent de l'information aux opérateurs privés qui tirent des fusées. Et ça, c'est le premier pas, c'est la prévention. Après, le traitement, aujourd'hui, il n'y a pas de business model, donc ça reste des projets de recherche individuels. D'accord. Il nous reste très peu de temps, donc j'ai une dernière question pour vous. Chez Faber Novel, depuis cette crise sanitaire dans laquelle nous vivons tous, nous pensons beaucoup à demain, comme beaucoup d'autres personnes, bien sûr, et nous avons défini donc notre concept et notre manifesto autour du nouveau raisonnable. Qu'est-ce que c'est qu'une entreprise raisonnable demain? Qu'est-ce qu'une action raisonnable demain? Est-ce que vous pensez que l'industrie spatiale peut s'inscrire dans cette réflexion? Que peut-elle apporter de nouveau et de raisonnable? Ok. Je réfléchis, hein, mais je pense que ce qu'elle peut apporter de raisonnable et de nouveau en même temps, bon, l'espace est dur, c'est très dur, parce que la moindre erreur ne pardonne pas. Vous avez un trou d'un nanomètre dans un lanceur et l'ensemble du lanceur explose. Et c'est des années et des centaines de millions qui éclatent en fumée. Et en fait, ce qu'on voit, enfin moi, ce que je vis tous les jours dans mon travail, c'est que c'est un métier qui est formidable parce que chaque personne dans une équipe, ou quelle que soit sa nationalité, quel que soit son rôle dans l'équipe, si elle ne fait pas son travail, on ne peut jamais faire son travail parfaitement, mais son travail avec du mieux vraiment qu'on peut, et ben un jour ou l'autre, il y aura probablement une erreur. Et c'est tellement complexe qu'on ne peut pas déceler toutes les erreurs.
Donc, quelque part, quand on travaille dans l'espace, on est obligé de s'appuyer profondément, et pas un peu, mais profondément sur la compétence des uns et des autres. Et chaque personne dans l'équipe sait qu'elle a ce devoir pour que la mission réussisse de faire son travail, entre guillemets, presque à la perfection. Et je pense que ce qu'on peut apporter de nouveau et de raisonnable, c'est de continuer à construire, parce qu'on est déjà en train de le faire, mais de continuer à construire des projets internationaux difficiles, donc d'exploration, pour aller vers d'autres planètes, entre différentes nations, différents pays, idéalement entre la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe, etc. On verra si c'est possible ou pas. Ça a été possible autrefois. On ne peut pas oublier que la Station spatiale internationale a été construite au moment de la guerre froide entre Russes et Américains. Donc on a su le faire dans le passé. Et je pense que pour le monde de demain, ce serait quelque chose d'important et de beau et de raisonnable, mais aussi de nouveau, d'avoir un projet qui soit bâti entre ingénieurs de différentes nations qui, sur d'autres domaines, sont clairement en concurrence, voire en conflit. Voilà, donc c'est ce que je souhaite au spatial de demain. Super. Hélène, merci encore une fois pour être avec nous aujourd'hui, pour cet échange. Il y a beaucoup de questions, on n'a pas eu le temps de tout répondre, donc merci pour vos questions et merci à tous qui nous écoutent aussi. Nous allons clôturer le multiplex d'aujourd'hui et je vous donne un nouveau rendez-vous ce jeudi 28 mai à midi sur Zoom depuis Tokyo pour parler de Tesla, le nouveau géant de l'industrie automobile. Bonne journée à vous et à jeudi. Merci, au revoir.